Bonjour, on va commencer parce qu'on a déjà accumulé un petit retard. Je vous donne les bienvenus à cet événement intitulé Minorités et peuples autochtones en Afrique du Nord, progrès et défis en Algérie, Maroc et Tunisie. Je m'appelle Sylvia Cotrine et je suis responsable Afrique du Nord chez Minority Rights Group International. Avant de commencer, juste quelques points logistiques. En fait, l'événement se déroule en français, mais il y a de l'interprétariat vers l'anglais. Donc, pour ceux qui vont suivre en anglais, il y a, je pense que vous connaissez bien comment ça marche via Zoom maintenant, il y a un bouton sur la partie en bas à droite de votre écran où vous pouvez suivre en anglais en sélectionnant la langue. Pour les panélistes, s'il vous plaît, sélectionnez français quand vous parlez pour assurer le bon déroulement. Si il y a des soucis techniques et vous n'arrivez pas à assister ou vous avez des problèmes avec l'interprétariat, merci de l'écrire dans la section chat ou Q&A pour qu'on puisse vous assister, s'il vous plaît. Aussi, en fait, il y a des sous-titrages en français et en anglais pour assurer l'accessibilité. Donc, normalement, vous devrez voir les sous-titres maintenant sur l'écran, mais également, si vous voulez les voir un peu plus grands, il y a un lien qui sera partagé maintenant par ma collègue dans la chat pour pouvoir suivre mieux. Euh, pour les panélistes, comme vous savez, c'est mieux de vous mettre en sourdine quand vous ne parlez pas pour éviter les bruits. Et pour les participants, vos micros sont automatiquement déactivés, mais vous pouvez écrire à tout moment dans la section Q&A. On aura un petit moment à la fin de 15-20 minutes pour les débats. Donc, s'il n'y a pas de soucis techniques, je ne vois pas des textes écrits qu'il y a des problèmes, donc on va passer à la substance de l'événement. Donc, cet événement organisé par Minority Rights Group s'inscrit dans les cadres du 4e cycle de l'examen périodique universel des 3 pays nord-africains, Algérie, Maroc, Tunisie. Et c'est qui est dans la session du Conseil des droits de l'homme, la 40e session qui va avoir lieu en novembre. À l'occasion de cet examen, MRG a soumis 3 rapports, donc un rapport individuel pour l'Algérie, un rapport individuel pour le Maroc et un rapport conjoint pour la Tunisie en collaboration avec 3 associations de la société civile tunisienne, notamment l'Association pour la promotion du droit à la différence, Terre d'asile Tunisie et Unité dans la diversité. Les soumissions sont disponibles en anglais sur le site web des MRG et normalement vous allez les trouver maintenant aussi dans la chat. Mes collègues vont partager les liens avec vous. Donc, l'objectif d'aujourd'hui est de fournir un vue d'ensemble, en fait, ce qui est la situation de groupes avec lesquels nous travaillons et de mettre en lumière les défis spécifiques auxquels ils font face les minorités et les peuples autochtones dans les 3 pays d'Afrique du Nord. Donc, les questions qu'on va essayer de répondre sont quelles sont les lacunes, en fait, qui subsistent encore dans la législation et dans la pratique pour assurer la protection et la promotion de droits des minorités et des peuples autochtones, et à quelle forme de répression ces groupes sont-ils encore confrontés et comment y faire face. Pour répondre à ces questions, on va vous présenter quelques points clés de nos soumissions, mais surtout, et je dirais plus important, on va écouter les témoignages de représentants et représentantes de certains des groupes concernés. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Amina Mharesh du Maroc, membre fondatrice du réseau communautaire Amazigh Azul et membre fondatrice de Feminist Land Platform et membre de International Land Coalition. Nous avons aussi M. Lounes Belkacem d'Algérie, expert du groupe de travail de la Commission des droits des peuples autochtones d'Afrique au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Madame Saadia Mosbeh de Tunisie, membre fondatrice et présidente de l'association NEMTI qui lutte contre la discrimination raciale.
et aussi de la Tunisie, M. Mohamed Ben Moussa, représentant de la communauté Baha'i. Donc, marhaba bikum, bienvenue à nos panélistes. Ces trois pays ont certainement des tendances communes et une histoire partagée, mais aussi ils vivent également leurs spécificités à niveau de situation socio-économique et sociopolitique. Et celle-ci a certainement une influence sur la situation des droits humains en général, mais en particulier aussi des droits des minorités et des peuples autochtones. Avant de vous passer la parole, je tenais à souligner juste que dans les soumissions, nous touchons la situation des différents groupes, notamment en Algérie, des Amazirs, des personnes noires et minorités religieuses. Pour ce qui concerne le Maroc, vous trouverez des informations sur les Amazirs, les Noirs marocains et les migrants et réfugiés noirs provenant d'Afrique subsaharienne et les minorités religieuses. Et pour la Tunisie, il y a des informations sur les minorités ethniques et religieuses, les Amazirs, les migrants, les demandeurs d'asile, les personnes LGBTQIA+. Donc, beaucoup de groupes. Et pour faute de manque de temps, nous allons nous concentrer plus sur les groupes représentés par nos panélistes. Mais si vous avez des questions sur les autres groupes, n'hésitez pas à nous les poser dans la chat ou aussi consulter nos rapports. Maintenant, je vais procéder en ordre alphabétique du pays, en espérant que la connexion va être bien pour tous les panélistes, ce qui n'est pas toujours évident, mais on va essayer d'assurer cet ordre. Donc, on commence par l'Algérie, en passant pour le Maroc et en terminant avec la Tunisie. Chaque panéliste a 8 minutes et on va essayer d'être assez strict pour le temps pour assurer les 20 minutes à la fin pour les débats. Donc, maintenant, M. Lounes Belkacem, the floor is yours. Merci beaucoup, Sylvia. Ça fonctionne? Merci. Merci à Minority Rights Group d'avoir organisé cette rencontre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Concernant l'Algérie, les droits et les libertés individuelles et collectifs ont toujours été malmenés, mais au cours des dernières années, ils ont connu un niveau de violation jamais atteint jusque-là, tant sur le plan législatif que dans les mesures et les actes. Après le soulèvement populaire contre un 5e mandat pour l'ancien chef de l'État Bouteflika en 2018, les militaires ont plus que jamais pris le pouvoir, faisant des discours à la télévision et prenant des décisions hors de tout cadre légal. Les Amazirs sont les premiers à souffrir de ce nouveau contexte marqué par un brutal recul des droits et des libertés. Entre 2013 et 2015 déjà, dans les territoires amazirs des Atmzab dans le sud de l'Algérie, les autorités locales ont suscité un conflit entre des tribus arabes contre la communauté amazir des Atmzab. Résultat, les affrontements ont fait une 50aine de morts du côté des Atmzab et 5 du côté arabe. Et d'après les témoignages, la communauté arabe était soutenue par la police algérienne. Et un des leaders des Atmzab, Kamal Din Fkhar, médecin et membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme, a été arrêté et condamné à 2 ans de prison. Et à sa sortie de prison, quelques mois plus tard, il a été arrêté de nouveau et il est mort en prison le 28 mai 2019. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a déclaré que sa détention était arbitraire, mais aucune enquête n'a été menée pour connaître les circonstances de sa mort. L'Algérie dit que la langue amazigh est reconnue et respectée. Il est vrai qu'elle a été reconnue comme langue nationale en 2002 puis officielle en 2016, mais dans la réalité, il n'y a ni loi, ni budget, ni plan d'action pour mettre en œuvre son caractère officiel. Pour les Amazirs, c'est tout simplement la preuve que le gouvernement algérien n'a aucune volonté de promouvoir cette langue. C'est une reconnaissance formelle, mais dans les faits, la langue amazigh est toujours frappée par les interdits, la discrimination, la marginalisation et l'ostracisme. Au début de l'année 2019, le général Ahmed Gaïd Salah, alors chef d'état-major des armées, interdit brutalement le drapeau amazigh et la justice algérienne poursuit les porteurs de ce drapeau pour atteinte à l'unité nationale, alors qu'il n'y a aucune loi qui interdit de porter un autre drapeau
que le drapeau algérien. D'ailleurs, des manifestants portant des drapeaux irakiens, syriens ou palestiniens n'ont jamais été inquiétés. En revanche, 130 Amazirs ont été arrêtés et condamnés à des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison pour avoir porté le drapeau amazir. Au mois d'août 2019, un groupe d'Algériens racistes, avec le soutien des autorités, lance l'opération Zéro Kabyle en Algérie et la télévision algérienne ouvre une vaste campagne de stigmatisation des Kabyles présentés comme les ennemis de l'Algérie. En 2020, le code pénal est réformé. Il prévoit notamment la condamnation de 5 à 10 ans de prison quiconque reçoit un financement de l'étranger. Cette réforme vise particulièrement les Amazirs parce que les Amazirs ont une diaspora très nombreuse à l'extérieur, notamment en Europe, et elle constitue un apport en ressources vitales pour les familles. De plus, la solidarité intracommunautaire amazir est une valeur traditionnelle forte chez les Amazirs et ils sont ainsi privés de cette valeur culturelle traditionnelle. En mai 2021, le Haut Conseil de sécurité classe le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme une organisation terroriste. Dans la réalité, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, est un mouvement politique né en 2001 et il a toujours activé, mais sans être inquiété par les autorités algériennes jusque-là. Ce mouvement a toujours agi publiquement par des voies et des méthodes démocratiques et pacifiques et sans aucun acte de haine ou de violence ne lui soit attribué ni reproché depuis sa création. En juin 2021, une nouvelle réforme du code pénal introduit l'article 87 bis qui définit le terroriste de manière tellement vague qu'on peut tout mettre dedans, et ce qui permet donc au gouvernement algérien de criminaliser tout citoyen qui exprimerait la moindre critique des autorités. On compte aujourd'hui environ 300 détenus politiques ou d'opinion amazirs en Algérie, dont 80% à peu près de Kabyles. Les arrestations musclées se poursuivent jusqu'à aujourd'hui sous les caméras de télévision et les populations sont terrorisées. Les Amazirs quittent quotidiennement l'Algérie de manière clandestine. Kamira Naïtsid, présidente de l'ONG Congrès mondial Amazir, âgée de 56 ans, a été enlevée le 24 août 2021 dans la rue et séquestrée par la police, et ensuite, pendant 7 jours, est présentée devant un juge qui l'a mise en détention depuis le 1er septembre 2021. Elle est toujours en détention provisoire, donc sans jugement, depuis donc près de 14 mois. La justice algérienne la poursuit pour implication dans une organisation terroriste et atteinte à l'unité nationale. Le groupe de travail sur la détention arbitraire saisi a considéré que Kamira Naïtsid est une militante des droits de l'homme et sa détention est arbitraire. Il a demandé donc au gouvernement algérien de la libérer, mais jusqu'à présent, le gouvernement algérien n'a pas entendu cette demande du groupe de travail sur la détention arbitraire. Et également, on peut dire que si la constitution algérienne garantit la liberté religieuse pour tous les Algériens, mais dans les faits, même les musulmans non sunnites sont interdits de pratiquer leur religion et sont persécutés. C'est le cas des musulmans de rite ibadite et les musulmans de rite ahmadi. C'est évidemment les autres croyants dans d'autres religions comme les chrétiens sont également interdits et leurs églises ont été fermées. Et c'est le cas évidemment pour les athées qui sont arrêtés et condamnés lorsqu'ils mangent pendant le ramadan ou lorsqu'ils publient des critiques de l'islam. Je finis par quelques recommandations. Évidemment, la libération de Kamira Naïtsid et l'abandon de toutes les poursuites contre elle et la libération également de tous les autres détenus amazirs. L'abrogation des lois liberticides et répressives, la mise en œuvre réelle et effective du caractère officiel de la langue amazir avec une loi organique, un budget et un comité de suivi
incluant des Amazirs, la mise en place d'un dialogue sincère entre le gouvernement algérien et les Amazirs au fin de reconnaître les droits des Amazirs en tant que peuple autochtone de ce pays, conformément à la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Ces quelques recommandations, évidemment, rejoignent toutes les recommandations qui ont été faites dans le rapport de Minority Rights Group. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lounes. Je vous remercie aussi pour votre respect du temps. C'était parfait, 8 minutes. Aussi, vous avez soulevé beaucoup de points, en fait, concernant les arrestations dans les cadres du mouvement Hirak, les points concernant la langue et aussi l'arrestation de Madame Kamira. Et je vous remercie pour les recommandations aussi assez précises et ponctuelles. On verra s'il y aura après des questions de la part de nos participants. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Amina Mharesh. Bonjour Azul, merci Sylvia, merci à Émerger pour son rapport, aussi pour l'intérêt qu'elle porte à la cause amazigh. Donc mon nom c'est Amina Mharesh, je suis marocaine amazigh et j'ai moi-même, avec l'accord de 10 organisations marocaines, nous avons aussi envoyé un rapport pour l'examen périodique du Maroc. Donc, bien sûr, comme vous le savez, vu le nombre restreint, 2800 mots pour écrire, rédiger un rapport à l'attention de l'EPU, nous avons dû faire des choix, mais bien sûr, il y a des thématiques transversales qui restent toujours là, c'est-à-dire à savoir les femmes, la question des jeunes, les droits socio-économiques, les changements climatiques, tout ce qui affecte les autochtones du monde entier. Donc, notre rapport a pris le parti de se focaliser sur 2 points essentiels. D'abord, le droit à la langue, et je vais répondre au pourquoi de chaque chose. Donc, en 2011, dans la constitution marocaine, il y a eu reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle. Donc, 2011, ça fait quand même 11 ans. Depuis, rien n'a été fait et le tamazigh, notre langue maternelle, en tant que langue vectrice de notre identité et de notre culture, peine à trouver sa place dans le système éducatif marocain. Après 11 ans, elle n'est toujours pas sortie du primaire. Au collège, au secondaire et au lycée, elle n'est jamais arrivée. Et bien sûr, le nombre alloué chaque année en termes d'enseignants affectés pour enseigner cette langue maternelle ne cesse de stagner. Pire encore, pendant la pandémie, tous les cours qui étaient censés être faits en tamazigh, les cours de tamazigh, en fait, ils ont été écartés au profit d'autres matières. C'est dire le respect qu'on a pour la langue amazigh en tant que langue officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les déclarations de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, si officialisation doit avoir lieu, on doit attendre jusqu'en 2035 et encore. Ça, c'est la grande question qui se pose. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en 2019, les lois organiques prévues par la Constitution en 2011 ont été enfin votées. Mais ces lois n'ont rien changé au fait que la langue maternelle est toujours marginalisée. À titre d'exemple, il y a eu changement des cartes d'identité nationale et le tamazigh n'y figure toujours pas. Il ne figure toujours pas sur les billets de banque et on retrouve l'arabe et le français. Pourquoi l'arabe et le français uniquement et pas le tamazigh? Le deuxième point que nous avons choisi pour traiter, c'est la question des terres, le droit à la terre, territoire et ressources naturelles. Aujourd'hui, au Maroc, les terres, notre droit à la terre n'est pas reconnu et beaucoup de lois spoliatrices ont été mises en œuvre. Les dernières lois spoliatrices sont les lois qui ont été
ratifiée en 2019. C'est la loi 61-17, 62-17 et 63-17 et qui sont relatifs aux terres collectives. Ces lois reviennent tout simplement à spolier tous les Amazirs de leurs terres ancestrales. Et le pire dans ça, c'est que depuis 1912, les lois marocaines ont été changées par des lois françaises. Donc le Azrf, le droit amazir a été aboli pour faire place à des lois protectorales et que ces mêmes lois sont aujourd'hui encore maintenues au Maroc. Pire encore, dans les lois protectorales, il y avait ce qu'on appelle l'inaliénabilité des terres. Ça veut dire que les terres collectives étaient intouchables, c'était pour les préserver. Mais avec ces 3 dernières lois qui ont été votées en 2019, cette inaliénabilité n'existe plus et tout simplement, nous sommes en train d'aller vers la tribalisation des terres, vers un libéralisme extrême qui vise à éparpiller toutes les terres et aller passer à des investisseurs étrangers. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Il faut savoir qu'en 2018, le Maroc avait invité Madame Achioumi, rapporteure spéciale sur le racisme et la xénophobie. Et dans son rapport, elle a attesté pour la première fois qu'il y avait discrimination et racisme envers les Amazirs et que leurs droits socio-économiques, culturels et politiques étaient transgressés. Aujourd'hui, nous avons des détenus politiques amazirs du RIF qui sont encore en prison parce qu'ils avaient réclamé une justice économique, parce qu'ils avaient réclamé des universités, mais aussi des hôpitaux dans la région du RIF et qu'ils ont été taxés de séparatistes et d'avoir comploté contre l'unité nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer de gouvernement, mais la politique, toutes les politiques publiques marocaines vont dans le sens de la spoliation, dans l'expropriation des terres des Amazirs, mais aussi dans la marginalisation des Amazirs. Et pour cela, je recommande ce qui suit. D'abord, qu'il y ait relax des détenus du RIF parce que c'est juste injuste de voir que nos jeunes n'ont pas le droit de réclamer leurs droits élémentaires. La deuxième recommandation, elle concerne la mise en œuvre effective et réelle et sur des bonnes bases, mais aussi avec beaucoup de bonne foi, de l'officialisation de notre langue, tout en respectant aussi nos symboles culturels tels que le Yennaïr, le Nouvel An amazir, dont on demande l'officialisation pour le 13 janvier de chaque année. Également, le respect des noms et des symboles tels que, par exemple, le nom de Taougrat qui a été donné à un lycée à Khnifra et qui a été changé alors que c'était une militante, une poétesse aveugle et qui a combattu le protectorat français. Troisième recommandation, c'est l'abolition de toutes ces lois spoliatrices des terres, mais aussi de la loi 113-13 qui a cassé et qui a, comment dire, détruit le patrimoine pastoral et la tradition des nomades comme mode de vie au profit d'un pastoralisme à échelle industrielle. Et parce que c'est à cause de cette loi 113-13 qu'aujourd'hui, beaucoup de populations sont prises à partie et sont attaquées et que personne ne les défend. Merci. Merci beaucoup, Madame Amina du Maroc. Vous aussi, très précise avec les temps. C'est magnifique avec ces panélistes. Je vous remercie. Donc, vous avez touché aussi plusieurs sujets concernant les droits à la terre, les droits à la langue et aussi la question des arrestations des jeunes. Nous allons revenir vers vous après s'il y a des questions de la part de participants et participantes. Maintenant, on va passer au troisième pays, la Tunisie, en commençant par M. Mohamed Ben Moussa.
Merci beaucoup, chère Sylvia. Merci à Amergé pour l'opportunité. Donc, moi, je vais considérer, comme ça a été dit, la Tunisie. Bien évidemment, la Tunisie, elle a vécu dans son histoire récente, contemporaine, un bon nombre de réformes sociales et juridiques, traitant de sujets divers, fort importants, tels que le Ahd el-Aman, donnant le droit de citoyenneté et de cité pour les Juifs et les chrétiens, 1861, un bref rappel, l'abolition de l'esclavage en 1846, c'était des moments très forts. Bien évidemment, quand on dit abolition, ça ne veut pas dire que l'esclavage a été définitivement évacué, on va y revenir. Et puis, le code du statut personnel en 1956, légiférant pour l'égalité entre l'homme et la femme et abrogeant la polygamie. Bien évidemment, toutes ces réformes sont bonnes, mais maintenant la question qui se pose, quelle en est la réalité sociale, quelle en est la réalité culturelle, comment toutes ces réformes et d'autres ont été appréciées, intégrées, et comment la population et la culture tunisienne s'est appropriée toutes ces réformes. Donc, une question fondamentale, quel a été le niveau d'assimilation de notre société de ces réformes? Et une deuxième, cruciale, je pense, parce que la Tunisie est face à un tournant, quelle société voulons-nous créer et voir émerger? Bien sûr, la question cruciale, à notre avis, c'est cette affaire de l'unité sociétale. Comment l'unité sociétale est-elle vue, perçue? Est-ce qu'elle est vue dans une logique uni-identitaire? Il n'y a qu'une identité au sein de la Tunisie? Ou est-ce que la Tunisie est vraiment plurielle, est vraiment multi-identitaire? Et je pense qu'il y a comme une peur, il y a comme un traumatisme de cette pluralité identitaire. Assez souvent, la réalité sociale, elle est dépeinte comme étant monochrome, il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a qu'une seule senteur, il n'y a que des hommes à la limite, il n'y a que des musulmans, il n'y a que des sunnites, il n'y a que des... Vous voyez, donc c'est vraiment une univocité de la lecture de la réalité, alors que, honnêtement, la Tunisie est multi-identitaire et la question de l'identité suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'inertie. À mon avis, à notre avis, cette question de l'identité, il faut la considérer comme étant réelle actuellement. Les Tunisiens, il y a des athées, il y a des croyants, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des noirs, il y a des blancs. Donc, de toutes les couleurs et de toutes les senteurs qu'il faut considérer, et que l'unité sociétale, elle devrait intégrer tout le monde, elle devrait d'une façon citoyenne, positive, accepter l'inclusion de tout un chacun et mettre en place un état de droit où la coexistence et le vivre ensemble devraient être vus et perçus comme étant incontournables pour l'unité sociétale. Donc, cette posture inclusive est fondamentale. Et pour ce faire, il y a ce qu'on appelle l'individual agency, où chaque individu, il est à considérer comme étant à même de choisir. Il est à même de considérer ses convictions, il est à même de considérer ses croyances. Or, assez souvent, justement, de par la lecture des lois en vigueur, il y a une inertie à accepter cette diversité, à accepter que l'individu puisse faire une recherche personnelle et autonome de la vérité, et que lui-même, il est dans un double objectif. Il se cherche, il réfléchit, il est dans une quête individuelle, mais à la fois, il est dans une posture positive vis-à-vis de la société, et donc, il est dans un don, dans une construction généreuse, dans une logique citoyenne, comme ça a été dit, d'une façon positive. Donc, considérer que le bien-être individuel est étroitement lié au bien-être commun est quelque chose de fondamental et appeler à ce qu'il y ait un autre concept que j'invoque ici, cette participation universelle. Malheureusement, dès qu'il y a une identité qui émerge en Tunisie, une identité religieuse, des chrétiens convertis, des chiites, des baha'is, des athées, tout de suite, la participation ne leur est pas accordée. Le droit de cité est tout de suite évacué et donc on oblige ces individus à rester quelque part dans la marginalité. Et pour témoigner de cela, l'exemple de la communauté bahaï que je représente est très éloquent. La communauté bahaï, depuis 2013,
depuis la révolution du printemps, du jasmin, comme on a tendance à l'appeler, avait postulé, avait demandé une association Baha'i en 2013. Eh bien, imaginez que jusqu'à nos jours, cette association est confrontée à un refus. L'État refuse d'octroyer, comme il l'a fait pour une association, et des fois, Dieu sait que c'est des associations dangereuses pour la stabilité de la société et du pays, eh bien, l'État refuse de donner droit de cité à la communauté Baha'i en tant que membre actif, en tant que composant de la société, et leur accordant par le biais de cette association une participation vraiment citoyenne. Grave encore, en 2016, un petit peu pour faire écho à cette association, le président du gouvernement, avait demandé un avis auprès du Mufti de la République, sachant que le Mufti est un poste clé, est un poste administratif. Il a le statut d'un ministre, le rang d'un ministre de l'État, et donc le Mufti a proclamé officiellement, emblème de l'État, un papier, un document, déclarant que les Bahaïs sont des apostats, des infidèles, des mécréants, et imaginez les conséquences graves que peut subir cette communauté Bahaï. Dans la même foulée, le ministre de l'Intérieur, quand on lui a adressé une demande de cimetière, donc la question est de vivre dignement, de contribuer à la construction, à la prospérité du pays, comme tout individu, comme toute communauté, et bien, pire encore, quand il s'agit d'enterrer nos morts en tant que communauté Baha'i, et bien, un refus officiel en 2022 nous a été adressé, reconnaissant qu'on est une communauté religieuse, qu'on est des Tunisiens, mais qu'à défaut d'un grand nombre, je ne sais pas ce que c'est le grand nombre qui est censé être atteint, eh ben, nos défunts n'auront pas le droit d'être enterrés. Donc cette question de droit de cité est fondamentale tant pour les survivants que pour les morts de notre communauté. Eh bien, paradoxe par rapport à tout cela, c'est que la loi organique de 2015, 26 du 7 août 2015, elle stipule clairement que est coupable d'infraction terroriste quiconque commet l'un des actes suivants, c'est accusation d'apostasie, ou en faire appel, ou inciter à la haine, à l'animosité entre les races, les doctrines et les religions, ou en faire l'apologie. Donc tout compte fait, c'est cet acte du Mufti, comme du ministre, comme du président du gouvernement, sont des actes qui sont complètement bannis et par la Constitution, que ce soit de 2014 ou 2022, comme par cette loi organique de 2015 qui condamne toute accusation d'apostasie, et malgré cela, notre État et notre gouvernement continuent à le faire. Bien évidemment, il faut se rappeler le contexte que des personnalités comme nos deux parlementaires, fameux parlementaires, ont été tués rien que par des fatwas comme ça, mais des fatwas qui étaient venus de la part d'individus anonymes à la limite. Mais là, c'est comme c'est une autorité officielle qui est le Mufti, qui est le ministre des Affaires religieuses, qui est aussi le président du gouvernement, eh bien, ces décisions risquent de devenir et de porter atteinte à la vie de notre communauté et des individus. Donc, pour finir, nous insistons que l'affaire n'est pas une affaire de la communauté Baha'i, c'est l'affaire de cette unité sociétale qui est visée. Si nous voulons créer cette unité, il est vital de considérer la diversité de la Tunisie, de toutes ses composantes, chiites, Baha'i, comme je l'ai dit, chrétiens, athées, et à la fois de créer une culture de la diversité, une culture acceptant la diversité et la pluralité. Pareillement, la Tunisie qui a donné à l'humanité, imaginez, 3 papes à l'humanité de la chrétienté. Eh bien, imaginez que dans l'éducation nationale, aucune mention de l'apport, que ce soit du chiisme en Tunisie, la Tunisie qui était fatimide, aucun apport de la chrétienté et aucun apport du judaïsme. Et pareillement, n'en parlons pas, aucun apport de la communauté Baha'i. Donc, prôner l'inclusion, c'est accepter la diversité et je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ben Moussa. Donc, vous avez touché le sujet, bien évidemment, de l'inclusivité et la citoyenneté, et en citant plusieurs exemples qui concernent la communauté Baha'i, mais également les autres communautés. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Madame Saadia Msbeh. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Merci à mon ami Mohamed Ben Moussa qui nous a mis un petit peu dans le contexte des, je dis bien entre guillemets, des minorités en Tunisie. Minorité qui veut dire exclusion chez nous, qui veut dire quelqu'un qui fait peur, qui veut dire qu'on ne doit pas s'y approcher, aussi bien que pour les Noirs, que pour les non-chrétiens, les non-musulmans, et qui ont le droit quand même de culte d'après notre constitution, mais malheureusement ce droit n'est pas reconnu. Je voudrais axer mon intervention sur le problème racial en Tunisie. En Tunisie, la Tunisie fait partie de l'Afrique du Nord, cette Afrique du Nord qui se dit maghrébine, méditerranéenne, mais jamais réellement africaine. Donc, le refus de voir ou de dire que le Tunisien noir peut aussi être un autochtone. Donc, est-ce qu'il faudra réécrire l'histoire pour ça? Je voudrais surtout axer sur deux problèmes. Il y a eu une loi en 2018, la loi 50-2018, contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Mais malheureusement, le législateur n'a pas encore tenu ses promesses. C'est-à-dire, c'est à l'État et au législateur de mettre en œuvre justement tout un programme pour l'acceptation de l'autre, tel que le disait Mohamed Moussa tout à l'heure. Et nous attendons toujours. La loi dit qu'il faut que l'État devrait nous réunir une commission nationale contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Cette loi qui devrait normalement, elle a parlé assez vite, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont été vers le juge et qui il y a eu des jugements par rapport à cette loi, mais malheureusement, il n'y a que le législateur qui n'a pas tenu sa promesse. Une simple promesse, c'est par exemple qu'il y ait un registre dans chaque tribunal, un registre spécial pour les agressions ou à base de racisme et de discrimination. Donc, même les choses élémentaires et les plus simples dans cette loi n'ont pas été respectées. Maintenant, d'un autre côté, je parlerai de la femme noire. Tout à l'heure, si Mohamed Bounis a parlé du code du statut personnel qui a aujourd'hui 60 ans. Il est vrai que ce code a parlé de toutes les femmes tunisiennes, de la femme tunisienne en général, mais en oubliant sa spécificité. Elle peut être une femme tunisienne, mais elle a des spécificités, que ce soit la femme rurale, que ce soit la femme noire, que ce soit la femme non musulmane. Donc, on est resté un petit peu sur notre faim. C'est un code de statut personnel qu'il faut, je pense, réviser, d'où une réaction très vive de la part des femmes noires tunisiennes qui a commencé un petit mouvement qui a commencé en 2021 et qui s'appelle La Voix des femmes noires. La Voix des femmes noires, pas encore légiférée pour le moment, mais c'est une réponse justement à l'oubli, que ce soit de l'État ou de la société civile tunisienne. Vous savez que c'est une société où il y a énormément d'associations féministes en Tunisie, mais qui, elles aussi, ont oublié la femme noire comme le reste. Maintenant, le deuxième volet, c'est les migrantes et les migrants subsahariens. Nous avons un grand problème avec ces migrants parce que non seulement ils ne sont pas acceptés, non seulement ils sont refoulés, mais aujourd'hui, ils subissent des violences physiques allant jusqu'à la mort, chose qui n'est pas acceptable pour un pays dit un pays d'accueil. Depuis des décennies, la Tunisie
a les portes ouvertes pour toutes sortes de migrations et d'immigration. Reste qu'aujourd'hui, nous n'acceptons pas les migrants venus d'Afrique subsaharienne. Nous ne les acceptons pas réellement, mais dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, ils font partie de notre vie et, je vais dire, du système économique tunisien. Si vous faites un tour en Tunisie, vous allez les trouver partout, partout, tout en sachant qu'ils sont en situation irrégulière, qu'ils n'ont pas de papier, mais ils travaillent dans les grands cafés au vu au-dessus de tous, ils travaillent même dans les municipalités aujourd'hui, même s'ils sont là pour nettoyer les rues, et ainsi de suite, mais ce sont des personnes qu'on voit, mais qu'on ne reconnaît pas. Donc, le problème numéro 1 en Tunisie, ce serait le déni et la non-reconnaissance, justement. La non-reconnaissance aussi bien des citoyens noirs qui n'ont pas de porte-voix, on n'entend pas leur voix, aucune représentation, même iconographique. Vous verrez très peu de personnes, que ce soit à la télévision ou ailleurs, même si aujourd'hui les gens arrivent à traverser justement le mur du silence et à parler, mais c'est des voix qu'on n'entend pas encore. Donc la non-visibilité pose problème aujourd'hui pour le citoyen tunisien noir, comme pour les autres dites minorités, mais paradoxalement, c'est quelqu'un qu'on voit très vite au milieu d'une foule, mais qu'on évite et qu'on ne voit pas. Le point qui nous embêterait le plus par rapport à ça, que ce soit par rapport aux Tunisiens ou aux migrants, c'est non seulement la non-applicabilité de la loi par le législateur lui-même, mais les difficultés qu'ont ces personnes pour vivre au niveau du travail, quel que soit leur diplôme. Au niveau du travail, surtout, c'est essentiel, le travail pour tout le monde. Nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir avoir un poste ou même postuler. Aujourd'hui, on vous demande une photo, on vous demande si vous avez une page Facebook pour voir si c'est réellement vous, à quoi vous ressemblez. Et très souvent, on ne vous répond pas rien qu'en voyant les photos. C'est-à-dire, on ne peut même pas voir un peu plus bas et voir vos diplômes, voir votre curriculum vitae, rien de tout ça. Donc ça aussi, c'est un problème. Quelques batailles ont été gagnées suite à la fameuse loi 50 contre toutes les formes de discrimination, mais il y en a tant d'autres où nous avons un petit peu trébuché. Je dois citer qu'en 2021, il y a eu une petite victoire. Je ne sais pas si cela existe aussi dans le reste de l'Afrique du Nord. Les Tunisiens noirs descendants d'esclaves portent encore sur leur acte de naissance le mot affranchi par. Et qui dit acte de naissance dit papier officiel, carte d'identité, passeport. Il a fallu un travail de 3 ans entre les tribunaux pour qu'un monsieur de 84 ans puisse enfin enlever le mot affranchi par de son patronyme. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cas de jurisprudence, mais il aurait été tellement plus simple et plus facile que au moins le ministre de la Justice se prononce après ce cas de jurisprudence pour dire que toute personne qui veut changer son patronyme peut le faire, notamment pour ces dits descendants d'esclaves, parce qu'on ne sait pas réellement s'ils sont descendants d'esclaves ou ils l'ont été après 1846. Ça, c'est un petit peu le contexte général. Maintenant, j'aimerais un petit peu parler de nos frères et sœurs, migrants et migrantes, et c'est aussi une recommandation. J'aimerais qu'on puisse réfléchir conjointement aux pistes possibles et mettre en place une proposition législative permettant une régularisation du travail des personnes migrantes. La population migrante représente à peu près 0,5% de la population tunisienne, et ça, c'est d'après une étude de l'OIM en 2019. Soit 57 455 personnes vivant sur le territoire, mais n'ayant aucun droit.
Mohamed parlait tout à l'heure le droit de la cité, le droit de cité, mais là, ces personnes n'ont aucun droit. C'est des personnes que vous pouvez mettre dans la rue à n'importe quel moment. Nous avons ici des plaintes, ici des plaintes par des personnes qui, ayant payé leur loyer, sont tout à fait en règle et qui se retrouvent sans eau ou sans électricité, ou bien qui, pour un petit local de rien du tout, d'à peine 30 ou 40 mètres carrés, paieraient pratiquement pour 2 ou 3 locataires les factures d'eau, les factures d'électricité. Donc, ce sont des inégalités auxquelles il faut absolument faire face parce qu'elles sont vitales. Et je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, Sylvia. Non, tu as dépassé ton temps, ça a dit. Si tu peux être très concise avec les recommandations. Voilà, parfaitement. Donc, je vais arrêter là. Et comme je l'ai dit, ma recommandation, ce serait de réfléchir un petit peu ensemble sur l'avenir de tout ça. Je vous remercie. Et désolée d'avoir dépassé le temps. Yaïch, merci beaucoup donc d'avoir abordé les sujets de la question raciale en Tunisie. C'est assez complexe d'un point de vue sociétal aussi. Bon, vous avez parlé du cas de Atik, donc affranchi par sur lesquels nous avons travaillé ensemble avec NIMT. On a quand même fait pas mal de travail après les passages de cette loi, mais malheureusement, la Commission nationale, elle n'est pas encore en place depuis 4 ans que la loi a été passée. Et merci aussi d'avoir touché à la situation des migrants et migrantes qui sont en Tunisie depuis des années et sont encore malheureusement en situation irrégulière et de non-reconnaissance. On a quand même 8-10 minutes, on va dire encore. Si les publics, les participants, ils veulent poser des questions, vous pouvez les écrire dans la chat ou plutôt dans les Q&A en anglais. Si vous voulez, si vous avez aussi des commentaires par rapport à ce que vous venez d'écouter. Non, je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, peut-être... ok, peut-être rien de question. Oh, quelqu'un nous remercie. Merci beaucoup à vous. Je pense, peut-être pour ajouter quelques points, en fait, par rapport à ce que nous venons de dire et d'écouter. Bien évidemment, on a eu des représentants de communautés, donc on s'est concentré sur certains points, mais je pense que Madame Amina et Monsieur Lounes ont dit concernant les Amazirs, il y a des points qui concernent bien évidemment aussi la Tunisie, par exemple, là où la langue Amazigh en Tunisie n'est même pas reconnue, par exemple. Elle est en train de disparaître. Donc, vous allez trouver quelques informations dans notre rapport par rapport à cette question-là. Nous touchons aussi à la question de la communauté LGBTQ+, en Tunisie, qui est malheureusement encore criminalisée par l'article 230 du Code pénal. Aussi, pour ce qui concerne les Maroc et l'Algérie, il y a plusieurs points que nous soulevons dans les rapports concernant la liberté des religions ou convictions et les minorités religieuses, comme les faits de ne pas donner de permission pour pratiquer leur foi et aussi d'ouvrir des églises. Il y a des demandes des églises dans les deux pays qui ne sont pas acceptées, en fait, qui sont en attente depuis des années. Je ne sais pas si un ou une de nos panélistes souhaite aussi intervenir par rapport à ce sujet concernant. Allez-y, Madame Amina. Merci à toi, Sylvia, et merci à nos amis. En effet, ce qu'il faut savoir par rapport au Maroc, c'est que dans le droit civil, notamment le droit de la famille, il y a 2 religions qui sont représentées. Il y a les musulmans, je parle des musulmans sunnites, parce que le Maroc est dans la Constitution reconnu comme étant un pays musulman de rite sunnite malikite. Donc, on s'arrête aux sunnites malikites.
Il y a aussi la reconnaissance des droits des Juifs par rapport aux droits de la famille. Donc, c'est la loi juive hébraïque et il y a notamment des tribunaux hébraïques pour gérer les affaires familiales et de succession pour les Juifs, mais effectivement, pour les autres religions, pour les chrétiens par exemple, pour les athées ou pour ceux qui veulent croire en ce qu'ils veulent, ils n'ont pas le droit justement de dire ou d'exprimer cette liberté ou ce choix de culte. Donc, de fait, si on n'est pas musulman sunnite malikite et si on n'est pas juif reconnu comme tel, on a du mal justement à exercer sa foi et à exprimer son point de croyance. J'aimerais aussi souligner quelque chose concernant la régression des droits civiques et politiques au Maroc, et ça concerne les associations, le droit associatif, parce que beaucoup d'associations se sont vues refuser le renouvellement de leur reçu. Et donc, aujourd'hui, beaucoup sont suspendus. Donc, ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas faire leur travail en temps et jouer le rôle de société civile à cause de ce refus systématique. Voilà. En ce qui concerne aussi la discrimination raciale, parfois on a l'impression que qu'on est mis dans le même. Par exemple, quand Madame Saïda parle aussi des Africains, nous sommes Africains, nous-mêmes nous nous reconnaissons comme Africains, nous ne venons pas d'ailleurs, et que je crois que l'Afrique du Nord est un pays de refuge et qui doit rester un pays comment dire, d'échange et un pays aussi de respect de l'autre et de respect de toutes les couleurs. Il n'y a pas de couleur. Nous sommes aussi africains et comme disait le roi Massinissa, l'Afrique aux Africains, tous les Africains et toutes les Africaines, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion et quelle que soit la langue qu'ils sont parfois obligés de parler en croyant qu'ils viennent d'ailleurs alors qu'ils ont tout simplement été assimilés de force. Merci. Merci beaucoup, Madame Mina. Il y a Monsieur Lounes qui veut dire quelque chose. Allez-y, on a seulement 2 minutes. Merci Sylvia. S'il y a des questions, la priorité, c'est aux gens qui posent des questions. Allez-y. D'accord. Non, mais dans les interventions de nos deux amis de Tunisie, en fait, ce qu'ils disent s'applique très bien aux autres pays d'Afrique du Nord. C'est exactement pareil. Et ce que moi, j'adhère entièrement à ce que vous disiez. Nous ne comprenons pas pourquoi cette réalité-là, cette réalité faite de diversité dans ces pays-là n'est pas reconnue par les États. Pourquoi ne pas on dit tout le temps que la diversité, c'est une richesse, mais cette richesse-là n'est pas exploitée dans nos pays. Elle fait, au contraire, je constate que les gouvernements, tous les gouvernements, en font un sujet de conflit en opposant les uns contre les autres. Et je crois que ça, c'est dangereux, c'est grave. Et j'en appelle vraiment aux instances internationales pour faire obligation aux États pour respecter justement leurs engagements internationaux et pour œuvrer à des sociétés de paix. Merci. Merci beaucoup. Non, je pense que ce que vous venez de dire, c'est très important et souvent, en fait, dans ces 3 pays, on trouve aussi des mentions dans les codes pénals, par exemple, qui sont très vagues. Ils sont utilisés contre les minorités, contre les peuples autochtones, des concepts comme d'aller contre l'intégrité territoriale, contre les intérêts de l'État, comme vous avez cité tout à l'heure l'exemple de Mme Camila qui est accusée injustement de terrorisme pour ouvrir pour les droits des personnes amazighes. Donc, ce concept de diversité qui est exploité de la mauvaise façon, on peut dire, et criminalisé parfois par des articles qui sont appliqués de façon très, très vague. S'il n'y a pas de remarques de la dernière minute, il n'y a pas de questions, donc c'est 14 heures exact pour moi
en Italie. Il y a des autres personnes, 13 heures, donc on vient de terminer à l'heure. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir et j'espère que c'était quand même useful aussi pour les personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci, au revoir.